Je sais pas pour vous, mais moi, en ce début d'année, vraiment, je comprends toujours pas pourquoi. J'ai vraiment eu envie de vendre ma voiture. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous êtes arrivé à l'étape finale de votre recette de cuisine? Salut, c'est Franck Leboeuf. Sur les derniers instants de votre histoire de dinosaure? Salut, c'est Franck Leboeuf. Pépère sur la dernière vidéo de Squeezie? Salut, c'est Franck Leboeuf. Bref, pendant quelques semaines, vous l'avez compris, on était devant une entreprise, vendezvotrevéhicule.fr, qui a légèrement abusé de la publicité YouTube. Mais juste légèrement. On va donc faire un petit exercice, en se posant du coup une question qui est assez simple. À quoi ressembleraient nos sociétés sans la publicité ? Et plus particulièrement ce type de publicité. Cette publicité qui nous coupe pendant qu'on regarde un contenu. Cette publicité qui retarde notre film de 15 minutes au cinéma. Cette publicité qui rend certains sites illisibles. Ou encore cette publicité Disney+, qui redémarre 4 fois sur Disney+, alors qu'on paye déjà un abonnement Disney+. Parce que même si on peut se dire qu'on s'est tous mis d'accord pour lui attribuer un fort pouvoir de nuisance, qu'on s'est tous mis d'accord pour dire qu'elle nous manipule depuis des décennies du matin au soir, et qu'on s'est tous mis d'accord pour se dire que ça sert surtout aux entreprises à nous faire consommer, quand on s'y intéresse un peu plus, on découvre une situation un chouïa plus compliquée. Se poser la question très simple de la disparition de la publicité, vous allez le voir, n'est pas sans conséquences sur notre perception de celle-ci. Et donc peut-être sur nos comptes. Ouais, du coup, on met un truc sur YouTube? Ouais, bah, ce que tu veux, hein. Salut, c'est Franck Leboeuf. Ah, purée! On sait déjà ce qu'est un monde sans publicité, en fait. En 91, les dernières lois interdisant toute publicité pour le tabac sont votées. Les lois Evin. Mesdames et messieurs les députés, loin d'être un texte liberticide, qu'on en a bien voulu le faire croire, ce projet de loi procède du respect de l'homme et de son droit à vivre libre de tout conditionnement dangereux. Elles font suite aux lois Veil de 1976 et viennent finaliser une restriction globale de publicité directe et indirecte pour l'industrie du tabac. Télévision, affichage public, journaux, médias en ligne, sponsoring, y a plus rien. Depuis cette date symbolique, le nombre de fumeurs quotidiens en France a été divisé par 2. Il n'y a donc, à première vue, aucun doute sur l'impact de la publicité. Un monde sans pub serait donc un monde sans consommation inutile, sans incitation d'achat manipulatrice, et donc nous permettant, nous, consommateurs, de faire des choix beaucoup plus éclairés. Voilà. On sait ce que ça fait un monde sans publicité. À première vue en tout cas, parce que sinon on ferait pas cette vidéo. Le problème, il est assez simple. Comme vous le savez peut-être, les lois de 76 et de 91 n'ont pas seulement interdit la publicité, elles ont par la même occasion mis en place des dizaines de règles coercitives pour l'industrie du tabac. Augmentation rapide des prix qui ont toujours été stables. Impossibilité pour les fabricants de mettre en place une stratégie de remise par exemple pour encaisser les taxes. Fin de la possibilité de fumer dans un nombre important de lieux publics. Fin de la vente aux mineurs. Fin de la distribution gratuite. Faut dire, j'ai beaucoup tout sauté ma première cigarette. C'était une drôle d'époque quand même. L'exemple du tabac nous amène donc à un autre problème vis-à-vis de la publicité. La publicité sur le tabac jouait-elle un rôle dans la baisse des fumeurs ou est-ce qu'on peut l'attribuer aux autres facteurs? Des études qui ont tenté d'isoler l'effet publicitaire dans la baisse du tabagisme, il y en a eu, beaucoup même. Des études sérieuses, indépendantes et qui montrent en effet une relation positive, certes plus ou moins variable, mais qui semble en tout cas exister. Et si je dis bien semble exister, c'est que malgré toutes les précautions, vous l'avez compris, il est extrêmement difficile d'isoler un seul facteur pour en conclure une causalité. Mais ça, s'il y avait que ça. Le vrai problème de ces études, pour notre sujet, est encore un niveau en dessous, amenant une question qui peut sembler vraiment bête, mais vous allez le voir qui va être très importante. Est-ce que vous savez réellement ce qu'est une publicité ? Ok, je vous montre. Ça, pour vous, c'est sûrement une publicité. Ça aussi, y a pas de doute. Peut-être que ça aussi pour certains. Mais ça, est-ce que c'est toujours de la pub pour vous? Ou même ça? Mais en fait, ça aussi. Et si on va aussi loin, est-ce que ça aussi? Dans le cas du tabac, par exemple, on peut autant y faire entrer le classique spot publicitaire à la télé, comme les réductions de prix mis en place par les fabricants pour lutter contre la hausse des taxes. Et si les études ont raison de prendre toutes les actions d'influence possibles, mises en place par une entreprise, elles ont toutes le même problème. Une définition différente de ce qu'est la publicité. On va donc poser un cadre. Le terme publicité, c'est un terme plutôt flou. Il change en fonction des pays, définit plus ou moins de choses et évolue en permanence. Et outre les études sur le tabagisme, c'est aussi un vrai problème dans les études qui cherchent à mesurer l'impact de la publicité, par exemple sur des indicateurs comme le PIB. Qu'est-ce qu'on met dans le terme publicité? Et moi j'ai un souci avec cette question. Car si le terme publicité peut englober de nombreuses formes de diffusion d'un message, et que les États, les chercheurs, les journalistes et surtout les consommateurs y mettent un peu ce qu'ils veulent, c'est pas du tout le cas en marketing en fait.
Vous voyez cette scène dans les vieux films de cow-boys, avec 3 personnes qui pointent leurs armes l'un sur l'autre? On appelle ça une impasse mexicaine. Un trope qui est maintenant assez connu, dont la finalité reste toujours la même, maintenir le statu quo, pour éviter de prendre le risque d'aggraver la situation. Eh bien, en marketing, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'est la publicité, tout du moins d'un point de vue métier. Des entreprises qui veulent trouver des clients et qui ont de l'argent, des canaux d'information qui peuvent toucher un maximum de personnes et qui cherchent de l'argent, et des consommateurs qui ne veulent pas payer pour cette information et qui valent de l'argent. Impasse mexicaine. Ça, en marketing, c'est ce qu'on appelle plus précisément de la publicité média, ou publicité intermédiaire. Un type de publicité dans laquelle les entreprises investissent aujourd'hui quand même plus de 1000 milliards de dollars par an, à travers des milliers de canaux d'information différents, pour nous vendre leurs trucs, quoi. Et ça, mes très chers amis, ça va être notre cadre. Alors, normalement, la première question qui vous vient à l'esprit, et c'est tout à fait normal, c'est sûrement pourquoi définir le sujet uniquement au travers de la publicité intermédiaire. Alors, déjà parce que c'est ma vidéo, et je fais ce que je veux, mais surtout pour 2 raisons essentielles, à mon sens, dans l'image qu'on se fait de la publicité. Contrôle et manipulation. En effet, si on suit une logique maximaliste, tout peut être considéré comme de la publicité, dans l'idée de se faire connaître. Le bouche à oreille, par exemple, serait donc la forme la plus simple, la plus ancienne et la plus organique de publicité. Une société sans publicité ressemblerait du coup à ça. Alors ce film au cinéma hier, bien ? Ouais, franchement c'était excellent. Et c'était quel film du coup ? Je peux pas te le dire en fait. Et c'était quel cinéma d'ailleurs ? Désolé, je peux pas te le dire non plus en fait. Ah, raisonnement par l'absurde, certes, mais vous voyez un peu le problème. Pourtant, en marketing, la situation est beaucoup plus simple. Quand on parle du métier de les gens qui font de la pub, on parle exclusivement de publicité intermédiaire, publicité média. Que ce soit via la publicité en ligne, Google ou autre, ou via des canaux traditionnels comme la télé, les journaux, ou celles sur des sites en ligne. Pour quelles raisons ? Je répète, contrôle et manipulation. Définition. La publicité intermédiaire, c'est un message informatif construit par une entreprise dont le but est de vendre. Le message, il peut être direct ou indirect, mais il se différencie des autres actions marketing par son coût. Une publicité intermédiaire nécessite de payer un intermédiaire pour la diffuser, un média par exemple. En gros, c'est coucou, je suis la société X, voilà ce que je fais, voilà ce que je vends, venez SVP. Et pour informer, ce type de publicité utilise 3 éléments bien spécifiques. Le cadrage, qui est la façon dont l'entreprise instaure un narratif autour de son produit, ou d'elle-même en sélectionnant soigneusement les informations qu'elle diffuse. Rentrez simplement les détails de votre véhicule et recevez rapidement, sans prix de vente. L'association, avec quel concept symbolique ou physique la publicité tente de rattacher le produit. Salut, c'est Franck Leboeuf. Et enfin, la répétition, avec quel effort l'entreprise va répéter son message. Salut, c'est Franck Leboeuf. Encore et encore. Donc par exemple, payer la régie pub YouTube pour diffuser Franck Leboeuf, c'est de la publicité intermédiaire. Les logos et le bouche à oreille, c'est pas de la publicité intermédiaire, car vous n'avez aucun contrôle sur tous les éléments. Publier du contenu sur YouTube, ça n'en est pas non plus, directement. Vous ne pouvez pas forcer la visibilité de votre pub. Vous êtes dépendant de l'algo. Et, bien sûr, de l'intérêt des viewers. Vous pensez donc d'abord votre pub comme un contenu. Vous comprenez un peu l'exemple. Et c'est d'ailleurs au travers de cette définition que l'on trouve sûrement la racine de notre méfiance vis-à-vis de la publicité. Quand vous imaginez un monde sans pub, vous visualisez très certainement, avant tout, un monde sans publicité intermédiaire. D'abord car elle dispose d'un pouvoir de diffusion et donc de contrôle qu'aucune autre action marketing n'a, le fait de payer pour être sûr d'être diffusé à une audience, avec le niveau de répétition qu'on souhaite, et ensuite, et c'est peut-être là que réside tout son pouvoir culturel, grâce au contrôle du message qu'elle donne aux entreprises, au travers du cadrage et de l'association. En clair, la publicité intermédiaire est ce qui se rapproche le plus de la propagande. Sauf que, quand on gratte un peu la surface de cette idée, culturellement admise, il y a un truc qui va pas dans cette histoire. En 1928 sort un livre qui va profondément influencer votre vision de la pub. Propagande, comment manipuler l'opinion en démocratie. Écrit par celui qu'on nommera par la suite le père de la propagande et de la publicité moderne, Edward Bernays. Bernays était ce qu'on pouvait appeler un consultant en relations publiques aux États-Unis. Ça veut dire propagandiste. Il était surtout un excellent marketeur. Non pas pour ses idées, mais bien pour ce qu'il a réussi à faire. Nous faire croire que ses idées fonctionnent. Edward Bernays, c'était le neveu de Freud. L'influence de son oncle
est donc omniprésente dans son travail. Et il passera la plus grande partie de sa vie à défendre l'usage de l'inconscient pour les entreprises dans un cadre publicitaire et d'influence commerciale. Son objectif, il était simple et ambitieux. Manipuler le subconscient des consommateurs à une large échelle pour changer leurs préjugés, leurs goûts et surtout créer de la demande. En clair, l'idée que la publicité crée le besoin. Il n'y avait pas de doute pour lui, les entreprises pouvaient s'emparer des mécanismes de propagande politique et une seule personne pourrait alors dicter la consommation de tout un pays. Bernays serait donc responsable de nombreuses choses. Le fameux petit déjeuner américain Egg and Bacon, quand il travaillait pour une entreprise qui s'appelait Beechnut. Le renversement du gouvernement du Guatemala, quand même, quand il travaillait pour l'entreprise United Fruit Company. Mais surtout, le fait d'avoir réussi à démocratiser la cigarette chez les femmes, dans l'espace public, quand il travaillait pour Lucky Strike. Raleigh? Oh, no thanks. I have a pack. Le problème, me direz-vous, toutes ces infos proviennent principalement d'une seule source. Laquelle, me direz-vous, son autobiographie. Alors, gardez en tête quelque chose de très important quand on parle de marketing. Si vous entendez parler de quelqu'un et de la réussite de ses travaux, il y a de fortes chances que cette personne soit bien plus douée dans sa capacité à se marketer elle-même que dans sa capacité à développer des idées fiables. Le marketing, c'est pas une science, c'est un métier. Un métier qui utilise de nombreuses sciences sociales, la socio, l'économie, la psycho, vous voyez un peu le délire, dans une logique de marché. Naturellement, tout le monde fait du marketing, en permanence. La différence entre vous et un marketeur, c'est que lui conscientise plus ou moins ses choix. Avec un exemple, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Imaginez, vous faites une musique, parce que vous êtes musicien. C'est juste un son que vous aimez bien, qui vous ressemble. Bref, vous êtes musicien, vous faites pas de marketing. Maintenant, vous faites la même musique, parce que vous êtes toujours musicien. Et cette fois-ci, vous réfléchissez au marché dans lequel elle va sortir, vous analysez ce que les autres font, et potentiellement vous vous dites que cette musique pourrait servir, je ne sais pas moi, pour des trends TikTok. Vous êtes toujours musicien, mais vous faites du marketing. Mais cette logique, elle change pas la finalité, elle change juste la façon dont on appréhende la complexité du problème. Ce qui donne très souvent des professionnels qui ont la fâcheuse tendance à tirer la couverture vers eux. Alors bien sûr, très souvent, quand ils réussissent, parce que sinon c'est un peu foireux en termes d'arguments d'autorité, et presque irrémédiablement quand ils ont quelque chose à vendre. Sinon, c'est pas drôle. Dans le cas de Bernays, vous l'avez compris, il avait un cabinet en relations publiques à faire tourner. Parce que si on prend ses travaux, ne serait-ce que d'un point de vue historique, c'est assez intéressant de constater une chose. Et je cite, Bernays n'a fait que participer à une guerre culturelle de grande ampleur. Si les publicitaires se sont abstenus de représenter des fumeuses avant 1930, c'est moins par tabou que par peur des associations prohibitionnistes. Ainsi, la diffusion de la cigarette chez les femmes s'explique non pas par un savant travail d'ingénierie sociale, mais par une série de facteurs économiques et sociaux, parmi lesquels l'intégration des femmes dans des sphères autrefois 100% masculines, l'augmentation de leur salarisation et de leur pouvoir d'achat, l'introduction de nouvelles gammes de produits, le recul de la morale bourgeoise victorienne et l'essor de la mentalité de consommation. D'un point de vue historique, et même scientifique, Bernays est plus proche d'un opportuniste qu'autre chose. Mais c'est pas grave. D'un point de vue métier, sa vision du marketing en tant qu'organe de propagande privé, elle, par contre, elle a fait des émules. Et principalement dans une branche, bien spécifique du marketing, la publicité intermédiaire. Et c'est généralement là qu'on rentre dans un point très intéressant au sujet de cette publicité. Un point essentiel qui vous a peut-être jamais traversé l'esprit. Notre vision collective de la publicité, ce pouvoir incroyable qu'on a décidé culturellement de lui donner, ça repose sur pas grand-chose en fait. Pas parce que ça fonctionne pas, mais parce que d'un point de vue purement technique, on ne peut pas isoler la publicité de l'influence plus globale de la société en arrière-plan. Bernays a bien réussi à faire quelque chose à travers son agence et son extraordinaire capacité à se vendre. Il a donné un pouvoir symbolique à la publicité. Et là, vous commencez peut-être à câbler quelque chose. Si c'est le cas pour nous, consommateurs, en fait, c'est aussi le cas pour les entreprises. En 2019, sort un article absolument passionnant. La nouvelle bulle Internet est arrivée, elle s'appelle la publicité en ligne. L'article se base principalement sur les recherches d'un économiste, Steve Tadelis, qui travaillait du coup pour eBay. Pour comprendre l'impact de cet article, il faut comprendre un problème qui est assez simple dans la publicité intermédiaire, l'effet de sélection. La logique derrière ce biais, c'est un problème d'échantillonnage, qui pourrait se traduire en publicité par une phrase vraiment très simple,
qu'est-ce qui me dit que la personne ayant vu la publicité n'aurait pas d'elle-même effectué un achat? Les marketeurs utilisent souvent le terme à travers ce qu'ils appellent eux-mêmes le problème d'attribution. En clair, une régie pub, par exemple Facebook, va identifier une vente grâce à la publicité, alors que c'est pas du tout le cas. Le souci, l'effet de sélection va au-delà du problème d'attribution des régies publicitaires. Il cible le principe même de la publicité intermédiaire, pour une raison qui est toute bête, le ciblage. Si je vous dis que l'un des principes fondamentaux de la pub intermédiaire, c'est le ciblage. Si je choisis de diffuser mon annonce publicitaire sur tel ou tel média, c'est parce que je considère que mon audience sera touchée par ce média. Vous commencez peut-être à voir le problème. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que ce phénomène, il semblait plus ou moins conscientisé avant la publicité en ligne. On peut d'ailleurs voir ça dans un échange en 2003 entre Mel Karmazin, alors président de Viacom, un des plus gros conglomérats de médias au monde à l'époque, et les 3 patrons de Google qui venaient de mettre en place les publicités sur leur moteur de recherche. Eric Schmidt, qui était PDG de Google, lui dira « Notre activité est très mesurable. Nous savons que si vous dépensez X dollars en publicité, vous obtiendrez Y dollars de revenus. » Et la réponse de Karmazin, elle est sans appel. « Je vends pour 25 milliards de dollars de publicité par an. Pourquoi voudrais-je que quiconque sache ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ?» Les régies pub, elles vendaient pas de résultats. Elles vendaient leur capacité à toucher le plus grand nombre. Aujourd'hui, la publicité en ligne vend l'illusion, peut-être, de résultats. Tadelis travaillera ainsi pendant 1 an chez eBay, avec une stratégie assez simple, couper des publicités pour voir leur impact. Et vous vous en doutez bien, les résultats ont simplement montré que, pendant des années, eBay dépensait des millions de dollars pour pas grand-chose. L'expérience fut aussi reproduite dans de nombreuses entreprises. On peut par exemple citer Uber, et presque systématiquement avec les mêmes résultats. Pour vous dire, l'impact de l'effet de sélection a même été étudié en interne chez Facebook, parce que ils vendent de la pub, et dans plus de la moitié des cas, la publicité était inutile. Et dans 80% des cas, l'effet de la publicité était, si ce n'est pas ridicule, très loin derrière l'effet de sélection. On comprend donc un peu mieux ce rapport européen mené par l'agence AWO, qui concluait sobrement qu'il n'y avait aucune évidence forte que la collecte de données massives et le ciblage avancé amélioraient l'efficacité publicitaire. Mais ce qui est réellement intéressant dans l'article, ce sont bien les conclusions de Tadelis, mais aussi d'autres économistes qui sont interviewés. Vous croyez qu'il s'est passé quoi après la publication de ces résultats? Rien, mais absolument rien. Au contraire, les entreprises, elles ont jamais autant investi dans la publicité. Et comme dirait l'article, il est dans l'intérêt d'une entreprise comme eBay de savoir si ses campagnes sont rentables, si c'est pas le cas pour son service marketing. Les spécialistes du marketing réussissent donc souvent le mieux à promouvoir leur propre marketing. Compliqué. Bon, que penser de tout ça? Alors, notre rapport collectif à la publicité, il est, comment on pourrait dire, complexe. Déjà dans notre capacité à correctement la définir, ou la percevoir, mais aussi dans le pouvoir culturel, je pense, que nous lui avons donné. L'idée pour moi, avec cette vidéo, vous l'avez bien compris, c'était pas d'imaginer un monde sans pub, un peu nul. Et l'idée était de se servir de cette question comme prétexte pour en poser plein d'autres, en fait. Si une publicité intermédiaire seule n'a peut-être qu'un impact minime sur nos choix d'achat, notre vision collective de la pub, partagée aussi bien par les consommateurs que les entreprises, tend à lui donner un pouvoir peut-être infiniment plus grand depuis les théories de Bernays. C'est un vrai rapport de force qu'on pense avoir perdu. Un vrai rapport de force. Et j'espère d'ailleurs que vous aurez compris, aussi un peu avec cette vidéo, que s'il pouvait paraître déséquilibré aux premiers abords, en fait il n'est pas tant que ça quand on prend un peu le temps de s'y intéresser. Se poser la question de la disparition de la publicité est donc peut-être moins pertinent que déjà se demander quel type d'action marketing nous ne voulons plus voir. La publicité, c'est qu'un maillon dans une chaîne d'influence qui dépasse très largement l'entreprise qui l'émet. Comme on a pu le voir récemment, par exemple, avec cette pub Intermarché. Mais il est peut-être encore plus important de garder une chose en tête. La pub, comme beaucoup de choses en marketing, des fois ça marche, mais en fait très souvent, on n'en sait rien du tout. Merci à vous, quel plaisir de revenir sur YouTube, et à la prochaine. What's that?